faut être tellement con pour faire un CRM de vente en 2024. Mais sur le coup, tu vois, quand tu quittes ta carrière d'avocat pour t'isoler un an à Nantes en plus, c'est un logiciel, tu vois, faut le faire. Et en fait, je me retrouve dans Eleve Avocat, le meilleur cabinet littéralement du monde. En mode où nous, on part de rien avec Mathéo, mon cofondateur, où on en a vraiment zéro balle, tu vois. Nous, le marché, c'est full US, UK. Comment ils ont fait 169 000 dollars en 3 mois. Comment Jérémy est passé de 0 à 20 000 dollars par mois en 65 jours. Du coup, Breakcold, vraiment, je pense 60% de l'acquisition. En vrai, on a bien failli mourir 10-15 fois. Let's go. Bah écoute, Arnaud, comment tu vas? Super, super. Merci beaucoup, Valentin, de m'inviter sur ton podcast. C'est cool. Écoute, je suis très content pour plusieurs raisons. La première, c'est que je t'ai invité parce que bah, du coup, j'ai adopté Breakcold, le CRM que tu as construit. On en reparlera juste après. Là, du coup, j'ai passé, on va dire, tout. Bah, c'est mon seul CRM, du coup, désormais. Et évidemment, je suis toujours un peu curieux, on va dire, de savoir quelle est la team qui l'a construit, etc. Parce que moi, avant de te découvrir toi, j'ai juste découvert ton produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que je suis passé là-dessus. Et du coup, j'ai plein de questions. Je me suis dit, bon, bah, c'est le plus simple possible, c'est de faire un podcast directement avec le fondateur de ça. La deuxième, c'est que j'ai l'impression que vous êtes quand même allé très très vite. Alors, tu me parleras un petit peu de là où vous en êtes et là où vous allez. Mais alors, je sais pas, mais tu vois, genre, il y a 6 mois, je pense que j'entendais Brett Cold nulle part. Et là, j'ai l'impression de le voir un peu partout, tu vois. Donc, je suis curieux de savoir un peu quelle est sa stratégie actuellement marketing. Et en plus, ce qui est bien, je pense, c'est comme on n'a pas encore échangé en vrai, enfin, on a fait quelques messages, je pense que ça va être un échange, on va dire, ultra sincère, parce que du coup, on n'a pas échangé en vrai. Donc là, vous avez vraiment la discussion brute qu'on pourrait avoir à deux, sauf qu'on la partage. Donc, c'est un peu le but de Offcast. Ouais, non, mais c'est cool. Et en plus, enfin, c'est pas pour faire le mec, mais genre, je fais pas souvent de trucs en français. Du Ouais. coup, si je fais le connard qui fait des anglicismes, excusez-moi, parce que à chaque fois, je fais tous les trucs en anglais. Donc, à force, ça commence à être un peu chiant. Oh, Ouais. t'inquiète, on est habitué ici, ouais. T'es basé où là actuellement? Là, je suis à Lyon. À Lyon, du Ok, coup. donc depuis la France, mais sinon tu vises pas la France. Ok. Ouais, ouais, exact, exact. Non, c'est ça. Est-ce que tu peux faire un petit résumé un peu de Breakcall, de même, tu vois, de toi en tant que fondateur, avant qu'on parte un peu dans les questions Ah, plus. ouais, ouais, bien sûr. Breakcall, pour la faire très simple, c'est un CRM de vente. Pour ceux qui connaissent un peu tous les types de CRM, c'est un CRM de vente pour PME, on va dire. Ok. En général, le meilleur CRM pour PME qui est très connu, c'est Pipedrive. Et nous, en général, quand quelqu'un connaît déjà un peu le marché, on lui dit, bah, tu vois, c'est un peu comme si Pipedrive et LinkedIn avaient un enfant. Au sens qu'en fait, Breakcall, moi, ce que je dirais, c'est un CRM de vente moderne au sens que tu as les basiques, tu as l'emailing, le calling dans le CRM, synchronisation des activités, etc. Mais tu as aussi la partie social, donc avec LinkedIn, mais pas que LinkedIn en vrai, parce qu'il y en a, ils mettent un peu dans la catégorie LinkedIn CRM, alors que pas du tout. On est d'abord un CRM de vente qui ensuite a des intégrations sociales. Et du coup, on a aussi LinkedIn, Telegram, WhatsApp. Donc vraiment, en fonction de ton profil, tu as un peu le truc parfait 360 parce que tu as à la fois une synchro email, calling, et après, si t'es très Telegram, bah, t'as Telegram, si t'es très WhatsApp, t'as WhatsApp, si t'es très LinkedIn, t'as LinkedIn. Et donc, c'est un peu pour ça que les gens viennent. Et pour refaire la boucle sur Pipedrive, c'est clairement un peu l'alternative moderne parce que la moitié de nos nouveaux clients, en fait, ils churnent de Pipedrive. Ouais. Donc, Moi le c'est premier, pas hein. forcément. Ah ouais? Je savais Ah pas. bah, j'étais sur Pipedrive avant, on avait parlé un peu sur LinkedIn. J'étais sur Pipedrive et pareil, en fait, Pipedrive c'est super, c'est simple, mais du coup, bah, y a pas d'intégration LinkedIn, ou en tout cas, elles sont très mal faites. Et du coup, moi, c'était mon grand problème. Et du coup, bah, c'est ce que Brickle a réglé. Enfin, même si tu as plein d'autres fonctionnalités, je pense que la première, c'est à quel point c'est bien intégré à LinkedIn. Et du coup, toute la donnée que tu as sur tes clients, elle est automatiquement reliée à LinkedIn. Et tu vois, moi, Ouais. ça me rendait fou de devoir rentrer sur Pipedrive, d'autres CRM, un email, un nom d'entreprise, etc. Alors qu'en fait, tu appuies sur un bouton sur le profil LinkedIn, toutes les infos, tu les as déjà. Tu n'as pas besoin d'actualiser ton CRM pour ça. Et c'est Ouais. le premier truc, je pense, qui m'a fait churn, du coup, chez toi. Ok. Ouais, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, sur les CRM traditionnels, un peu, on va dire, Pipedrive, HubSpot, tout ça, en fait, ils ont techniquement des intégrations LinkedIn ou WhatsApp ou Telegram, mais en fait, c'est sur leur marketplace avec des third-party apps. Et donc, du coup, en général, c'est pas super bien intégré parce que par défaut, en fait, ils construisent une surcouche sur HubSpot ou autre. Et vu que nativement, ça n'a pas été pensé pour, bah forcément, il y a. Enfin, en plus, tu dois payer plusieurs softwares, ça c'est encore un autre Ouais. sujet. Et donc, ouais, ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens ils veulent un truc qui est vraiment fait pour, quoi. Qu'est-ce qui t'a pris de lancer un CRM dans le sens, en vrai, c'est quand même un projet ultra ambitieux et tu vois, des CRM, en vrai, c'est pour un SaaS, c'est un des SaaS, on va dire, les plus compliqués parce que
en soi, les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de CRM qui se lancent, mais il n'y en a pas tellement, tu vois, à l'échelle mondiale. Alors, tu en as plein, mais tu vois, les plus connus, en vrai, tu en as quelques dizaines, je pense, maximum. Et encore, je pense que les top 5, top 10 prennent 90% du marché. C'est quand même un marché ultra concurrentiel où il y a déjà beaucoup de propositions. Pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais lancer un CRM? Ouais, je pense que c'est arrivé par accident, si je suis honnête. Mais je dirais, après, je peux expliquer pourquoi c'est arrivé par accident. Yes. Mais moi, je le pense sincèrement que c'est l'industrie la plus dure dans le SaaS. Ouais. D'ailleurs, tu parles à des fondateurs qui font 20 millions, 30 millions d'ARR, Bootstrap, VC-backed, tout ce que tu veux, ils vont te dire c'est l'industrie la plus dure, moi j'aurais jamais fait Ouais. un CRM. Et il y en a qui ont essayé de faire un CRM alors qu'ils font déjà plusieurs dizaines de millions d'ARR et ils te diront que c'est très compliqué. Et du coup, bah, le faire bootstrap quand tu vois, mais vraiment bootstrap en mode où nous on part de rien avec Mathéo, mon cofondateur, où on en a vraiment zéro balle, tu vois. C'était un peu inconscient, je pense, et je pense que c'est pour ça qu'on a tenu. C'est qu'en fait, on savait pas du tout à la base ce qu'était un CRM, on n'était pas dans le monde du SaaS et tout ça. Et en fait, ça nous a permis d'innover, première chose. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, on a vite réalisé que personne le faisait. C'est ce que tu dis. En fait, t'as les cinq plus gros qui prennent tout. Salesforce, c'est le plus gros SaaS au monde, ça fait 33 milliards. Après, tu as HubSpot, ça fait plusieurs milliards. Tous les autres, ils font au moins 200 millions d'ARR. Et en fait, après, t'en as plein, tu vois, qui font peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 15 millions d'ARR. Mais en général, ils font au moins 20 millions d'ARR, tu vois, tous. Et du coup, personne pénètre le marché, tu vois. Il n'y a pas eu de nouveau CRM de vente, en tout cas, les 10-15 dernières années. Tu en as deux, trois que les gens connaissent, tu vois, qui ont levé. Mais parce qu'ils ont levé, ils ont tout de suite un positionnement très enterprise, où ils font un truc un peu différent. Ils vont Ouais. plus faire du no-code CRM ou autre. Et en fait, la raison, elle est simple, c'est que, premièrement, les VC, ils vont jamais vouloir trop investir dans des boîtes comme ça parce qu'ils se disent c'est impossible, tu vois. D'ailleurs, les seuls qui ont levé et qui cartonnent, qui vont tout de suite vers un positionnement enterprise, d'ailleurs, c'est Atio. Et Atio, bah, le Ouais. mec était littéralement, il n'était pas VC partner, mais c'est le VC dans lequel il bossait qui a investi. Donc, c'est vraiment tu vois, un point original, tu vois, parce que je pense que si tu étais externe peut-être au fond, genre, il n'y a personne qui arrive trop à lever. L'autre CRM que sur le marché français est très connu pour être honnête et qui est pas mal, c'est Folk. Yes. Folk, bah, derrière, c'est eFounder, c'est un startup studio et c'est Thibaut Elzière et c'est un projet qu'il a voulu lancer au moins trois fois sur les 15 dernières années. Donc en fait, à part eux deux, qui sont en soi des ovnis, tu vois, et qui sont très bien, t'en as pas d'autres les 10-15 dernières Ouais, c'est années. Et ça. donc la première raison, c'est parce que les VC ne voudront pas te suivre, sauf s'il y a un truc super particulier comme ces deux-là. Et l'autre raison, c'est que Bootstrap, bah, faut être totalement con, tu vois, pour le faire, parce que si tu veux le faire Bootstrap, bah, en fait, un CRM, c'est super tech heavy, tu vois. Ouais. C'est un gros produit à construire. Le temps que tu quelque chose, un MVP, il va pas te prendre 2 semaines, il va te prendre un an et plus. Et en fait, tu vois, c'est super dur à build et c'est super dur à distribuer parce que, tu vois, Google Ads, dans plein de niches, Google Ads, bon, bah, 1 dollar, 2 dollars le clic. Là, Google Ads, boum, 60 dollars le clic, tu vois. Parce qu'en Ouais, c'est face, sûr. tu as toujours Salesforce, tu as HubSpot, tu peux pas sponsoriser une newsletter. Le SEO, bah, littéralement, HubSpot, ça fait partie des top 100 des sites au monde. Enfin, super dur comme niche. Et en fait, le pari, c'était de se dire, OK, genre nous, on voit un truc dans le marché, on va bien ramasser parce que ça va être très chaud au début. Mais en fait, limite, faut être tellement con pour faire un CRM de vente en 2024. Tu vois, on a commencé milieu C'est 2023, fin aussi récent que ça. 2023. Ok, ouais, ok. Ouais. Et ouais, je pense qu'on est le plus jeune CRM sur le marché qui est vivant, tu vois. Et parce que les autres ils crachent. Et du coup, non, en fait, on s'est dit, bah, faut tellement être con pour faire un CRM et en plus le faire bootstrap qu'en fait, pas grand monde vont le faire. Et ceux qui vont le faire, ils vont se décourager. Ce qui, c'est d'ailleurs déjà produit, tu vois. Il y en avait des Ouais. compétiteurs ou autres, bah, ils abandonnent parce qu'ils se disent, bah, tu peux pas faire de cash si rapidement que ça. Ouais. Mais le truc, c'est que si tu arrives à survivre, bah en fait, tu es tout seul parce que tout le monde fait au moins 10, 15, 20 millions d'ARR, voire énormément plus. Ouais. Puis ils vont tous up market parce que bah, quand tu grossis, ça dépend des positionnements, mais même Pipedrive qui est très SMBs maintenant, il délaisse les SMBs pour aller bah, vraiment up market. Et en fait, bah, toi, tu es tout seul et
tu peux potentiellement, si tu exécutes bien, tu vois, bien avancer. Et c'est un peu le pari qu'on a fait. Et honnêtement, ouais, on a bien galéré la première année et demie, ce qui est normal. En plus, Mathéo était tout seul à dev, moi je dev pas. Ok. En marketing, en distrib, bah, on a aussi bien galéré parce qu'il faut bien trouver des façons de distribuer le produit de manière créative. Et au final, bah, là, enfin, on a réussi à passer le cap de la survie. Et en soi, on est bootstrap, donc on fait de l'argent depuis le jour 1, Ouais. donc on ne peut pas mourir. Donc à côté, même si tu as des boîtes qui ont levé ou peu importe, tu vois, en général, ils ont toujours, je sais pas, de la family money, enfin, ils sont jamais rentables. Donc en fait, nous, on a vraiment cet avantage, on peut pas mourir et nous, on le voit comme une boîte où, tu vois, on se dit, on est jeune, on a moins de 30 ans, pourquoi pas faire un truc sur 10, 15 ans et être méga patient, tu vois, et juste tu build up, parce que c'est un marché infini. Et IA ou pas IA, il y aura toujours du CRM. Enfin, pour moi, c'est un no-brainer. Et après, bah, ce qui est bien, c'est que il y a peut-être, on va peut-être avoir des copycats, mais encore une fois, bah, c'est super dur. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des produits qui sont très durs à dev, où en fait, bah, et en plus, il faut être motivé, tu vois, en termes de distrib. Et je pense que du coup, c'est un avantage compétitif. Donc, ouais, pour toutes ces raisons-là, on s'est dit, bah, vas-y, on fait le pari. En vrai, on a bien failli mourir 10-15 fois. Ah ouais, à ce On peut point-là. toujours mourir, mais ouais. Donc, ouais, t'as un peu le récap. Ok, ouais, j'ai beaucoup de questions. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, j'entendais Guillaume Moubèche parler récemment, tu vois, du positionnement. Et je pense que ça fait un peu penser à toi dans le sens où il disait que, tu vois, dans on va dire, secteur lead gen, dès que le logiciel grossisse un peu, ils cherchent des entreprises plus grosses parce que ça rapporte plus. Et du coup, Ouais, ils finissent tous, plus ou moins, par du coup délaisser un peu les petites boîtes. Du coup, bah, en fait, c'est plus ou moins ce que tu fais dans le sens. Même un Pipedrive qui normalement était pour les petites boîtes, en vrai, il commence à uniquement se focus sur les grosses ouais, boîtes, ou en tout cas, tu vois, les middle. Du coup, c'est là où tu as des petites boîtes comme ça. Toi, en bootstrap, tu peux quand même trouver pas mal de monde. Du coup, des petites ouais, boîtes, tu vois. Et en vrai, bon, bah, tu vois, c'est. De toute façon, tu vois, j'ai entendu, on va dire, beaucoup dans ce podcast-là, des fondateurs qui sont, on va dire, bootstrap et qui se concentrent sur un positionnement ultra précis. Et du coup, qui attaquent le marché comme ça. Je trouve ça ultra intéressant parce que aujourd'hui, quand tu développes un SaaS, en vrai, tu peux être deux et pouvoir concurrencer un géant, tu vois. Si tu as une bonne feature et un bon positionnement, tu peux le faire, tu vois. Ça se fait. ouais. Non, non, clairement. Clairement, clairement. Est-ce que tu aurais quelques chiffres? Tu vois, alors, je sais pas ce que tu développes, mais au moins pour qu'on ait une idée, tu vois, parce que j'ai vu deux, trois chiffres, ou que ce soit de toi ou de tes clients, tu vois, qui étaient quand même impressionnants, tu vois, en mode combien de MRR signés, etc., ou même depuis combien de temps tu as lancé, pour avoir un peu la picture. Ouais, ouais, bah nous, on ne share pas encore les chiffres publiquement, ce qui est un peu bizarre pour une boîte bootstrap, parce que les gens, tout Ouais, le monde mais a t'as les chiffres. raison, ouais, mais Mais moi, nous, on a décidé de pas partager pour plein de raisons. Je pense que c'est un peu stratégique en vrai. ouais, Donc on le fera peut-être quand on saura que, comment dire, qu'on annoncera des milestones et qu'on voudra s'en servir pour le marketing. Je pense que sinon, ça sert à rien de ouais, le faire si on s'en d'accord. sert pas pour attirer des leads avec. Si c'est Mais pour l'ego, ça concrètement, sert à rien. Ouais. mais concrètement, après, en termes de clients, après, les gens, ils peuvent facilement recalculer, même si en vrai, ça peut être très large, Ouais. au sens qu'on a plus de 400 clients, mais un Ok. client, c'est pas seulement quelqu'un qui paie un abonnement à 59 ou 79 dollars par mois, parce qu'on a des clients qui ont 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13 sites, et donc, ou des agences, enfin des sales teams qui ont plusieurs sites. Donc en fait, c'est 400, encore tu multiplies, puis après encore tu multiplies. Mais on est à peu près dans cette range, enfin on est exactement à ce montant à peu près de clients, plus de 400. Et après, oui, sur les résultats bah, de nos clients, nous on préfère partager ça plutôt que de partager Bien nous, tu sûr, vois. ouais. Et du coup, ouais, on a plein de case studies. Si vous allez sur la landing page, bah, vous voyez qu'il y a on a déjà ouais, 8, 9, 10 case studies, mais c'est pas juste un vieux blog post, c'est genre littéralement une vidéo avec le client. Il partage ses workflows, il partage ses chiffres, comment ils ont fait 169 000 dollars en 3 mois, comment Yanni a rajouté 70 000 dollars de MRR en 6 mois, comment Jérémy est passé de 0 à 25 000, 0 à 20 000 dollars par mois en 65 jours. Et le cœur de cette croissance, bah, c'est Breakall. Parce que en soi, bah, faut être réaliste, ils utilisent plusieurs outils, ils en utilisent 4-5 en général, mais le nurturing et le closing du deal, bah, ça se passe avec Breakall. Et donc c'est un gros point, enfin c'est un peu le cœur de leur workflow quand même. Et donc ouais, on a pas mal de case studies dans ce sens et ouais, on en a de plus en plus, donc ça c'est cool. Et ouais, en termes de chiffres, ouais, et après, bah, comme je te le disais, on a lancé
le plan CRM, parce qu'à la base, on n'était pas un CRM, mais en gros, dès qu'on a transitionné, on a pivoté en fait en CRM. C'était en 2023 et le premier abonnement, il était environ en août 2023. Et après, voilà, depuis, Ok, on a grossi comme ça. Ouais. ouais. J'espère que je pourrais te faire un bon cas client en France. On en reparlera un petit peu, mais c'est vrai que moi là, récemment, comme j'ai changé d'offre, j'aimerais également tu vas mettre plus le setting LinkedIn. Du coup, Breakcold, vraiment, je pense 60% de mon acquisition. Écoute, dans quelques mois, j'espère pouvoir te faire un très beau cas client que tu pourras mettre sur ta LP. On en reparlera. Et, je précise aussi, tu as raison de préciser que quand tu parles de 400 clients, ça peut paraître pas beaucoup pour certains, tu vois, qui entendent d'autres chiffres, on va dire, dans le podcast, mais de un, tu as raison de préciser que ces 400 clients et des clients peuvent être très très gros. Et en plus de deux, c'est 400 clients en CRM. CRM, en vrai, c'est les clients les plus compliqués à avoir parce que tu l'as dit, tu vois, les coûts d'acquisition, enfin marketing, ils sont extrêmement élevés. Parce qu'en vrai, un client, une fois que tu l'as, en général, je peux quand même le garder très très longtemps. Tu vois. Moi, je suis loqué sur, même si techniquement, je pourrais changer tous les mois, un CRM, une fois que tu as tous tes workflows qui marchent, tu es quand même tenté de le garder plusieurs mois, voire plusieurs années en général, facilement. Ouais, ouais, c'est vrai que sur des outils de lead gen, je sais pas, genre, bah, des outils de prospection, tu vois, tu peux Ouais, churn assez rapidement. Il y en a, ils passent de Lemlist, Smart Lead, ouais, 100%, ouais. Reply, ils font des allers-retours de zinzin, tu vois. C'est vrai qu'un CRM, bah, tu peux aussi faire des allers-retours de zinzin, mais là, c'est un peu plus dur. Donc, c'est vrai que par défaut, tu as des SaaS qui ont des churn rates plus faibles. Nous, on est encore early stage, donc en soi, notre churn rate est encore un tout petit peu élevé, peut-être. Mais, Mhm. euh, mais c'est vrai que par nature, on est voué à être un produit qui aura très peu de churn, c'est-à-dire moins de 5%, 3%. Donc, ouais. C'est à ce point-là faible. Ah ouais, là, ok, c'est fou. On n'a Parce pas ce que, churn rate là encore, ok, hein, mais ok. ce que je veux dire, c'est que on a failli chatouiller une fois ou deux, mais concrètement, non. Aujourd'hui, on est à peu près à 8, tu vois, 10, 14 les pires mois, parce qu'on a eu beaucoup de pires mois quand tu Ouais, bien starts. sûr. 40%, c'était les débuts, tu vois, ça donne une idée du churn rate. 40%, Ouais, c'est 40%, ouais, t'es là, bon, ok. donc en fait, c'est simple, hein, j'en parlais d'ailleurs avec, j'avais eu Charles Tenot, le nouveau CEO de Lemlist, justement, et on, Ouais, on parlait bah, pour une intégration Lemlist, et on parlait de churn rate, et il me disait justement, tu verras, plus tu vas shipper de features, plus ton churn rate va baisser. C'est tout l'inverse de plein d'autres outils. Nous, on est une plateforme. Lemlist, c'est pareil, j'imagine. ouais, Enfin, c'est une ouais. plateforme. Et plus tu shippes de features, en fait, moins les gens churn. Et t'as plein de gourous en ligne qui vont dire ouais, faites une idée, une feature, vous faites que ça, et c'est tout, tu vois, ça sert à rien de shipper des features. Il y a plein de mèmes pour dire ouais, faut pas shipper de nouvelles features. Nous, c'est l'inverse, tu vois. On est vraiment dans ce petit pourcentage où plus on ship de features, plus les gens sont contents, plus les gens y convertissent, moins les gens y churn, et plus ça descend au début de 40, 30, 20, 10. 8, 7, tu vois, et à terme, j'espère qu'on sera à 2-3%, tu vois, voire négative churn il y a des SaaS qui arrivent, tu vois. Donc, ouais. Ok, ouais, c'est vrai. Et tu vois, genre, typiquement, tu vois, tu parlais du coup de shipper des features. Comment t'arrives, du coup, attends, ouais, effectivement, on va traduire parce que sinon, shipper des features, du coup, ça veut dire, on va dire, développer des fonctionnalités d'un produit, Ouais. particulièrement pour un SaaS. Comment tu arrives à sélectionner, on va dire, quelle, on va dire, fonctionnalité tu mets en premier? Parce que tu vois, tu vois, je suis inscrit à la newsletter, je vois que tu en shippes beaucoup. Et en Ouais. vrai, tu vois, genre, quand tu as un CRM, tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi. Tu peux dire, vas-y, je fais l'intégration tel logiciel ou alors j'ajoute telle brique, etc. Enfin, tu peux aller très, très loin. Comment tu arrives à prioriser ça, sachant que, tu vois, comme tu t'es lancé, je suppose que tu as des centaines de choses à faire sur ta to-do. Ouais, bah, je pense que au début, on a fait la partie innovation, c'est-à-dire ce qui nous distinguait en tant que CRM. Ensuite, on a fait les basiques d'un CRM. Et bah, ça, c'était naturel, on savait de nous-mêmes ce qu'il fallait faire. Et maintenant qu'on a de plus en plus de clients et surtout de plus en plus de clients matures, bah, en fait, c'est simple, hein, nous, les gens, ils disent, ah, bah, il n'y a pas ça, ah, il n'y a pas ça. Il y en a, ils vont pas convertir parce qu'ils disent, ah, il n'y a pas encore ça. Puis, en fait, faut pas écouter tout le monde, mais en fait, tu notes, tu enregistres, et en fait, au bout de X mois, tu vois un pattern, tu vois une récurrence et donc, du coup, tu peux, en fait, scorer un peu qu'est-ce qui revient le plus souvent, qu'est-ce qui ferait le plus la différence, est-ce que ça c'est dur à coder, est-ce que ça c'est pas dur à coder, est-ce que ça fait une vraie diff ou pas. Puis en fait, naturellement, au bout d'un an, en fait, tu sais, enfin nous, enfin avec Mathéo, je sais pas, on a dans notre tête, en tout cas, on a vraiment une roadmap
facilement sur 2-3 ans, tu vois. Même si demain on avait beaucoup plus de devs qu'on a aujourd'hui, je pense vraiment qu'on aurait encore une roadmap sur 2-3 ans parce qu'on sait exactement quelle brique et aussi dans quel ordre le faire, tu vois. Je sais pas, c'est juste à force, tu vois, vu qu'on. Bah, encore une fois, on revient au truc bootstrap, mais vu que tu vois, il y avait que nous deux au début, on faisait tout, donc au final, inconsciemment, bah, on n'avait pas de product manager, donc c'était nous les product managers, donc en fait, à force, on pense très produit, enfin très UI UX aussi, les gens ils aiment bien notre UI UX, même s'il y a encore des trucs à améliorer, et du coup, non, en fait, je sais pas, je trouve que c'est assez naturel, juste tu vois des récurrences, on n'a même pas de process, tu vois, c'est juste, on le sait, en général, c'est moi un peu qui gère le flow, c'est-à-dire que des fois, je me prends un petit temps le week-end et je mets dans Linear, dans le truc de project management, un peu les idées et tout ça. Et puis après, on opère en fonction de la difficulté technique. Et donc, du coup, après, tu distingues entre les trucs qui peuvent être shippés en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce qui a le plus d'impact marketing? Qu'est-ce qui a le plus d'impact sales? Et en fonction de ça, tu priorises. Mais en fait, plus tu le fais, je sais pas, plus c'est assez naturel en vrai, tu vois. Donc ouais. Ok. Et juste petit aparté, maintenant que j'y pense, qu'est-ce que tu faisais avant? Parce qu'en fait, j'ai aucune idée de ce que tu as fait avant de Ouais, lancer Breakcold. ouais, bah avant je faisais un truc qui a rien à voir. En gros, j'étais élève avocat. Enfin, techniquement, je suis devenu avocat. Pour ceux qui connaissent, j'ai eu le Ah la CAPA. vache, ah oui, ça a vraiment rien à voir. Ok, ouais. Ouais, ouais, j'étais avocat en fiscalité, fusion-acquisition, pour être précis. Private equity même, pour être encore plus précis. Et Ok. ouais, du coup, j'étais en fait élève avocat. Bizarrement, j'avais toujours voulu envie de faire un logiciel parce que en fait, j'étais un peu dedans. J'avais des potes à 42. J'avais failli faire 42 en sortie de bac, mais c'était pas pour moi le dev. Et je me suis toujours dit, en fait, je ferai un software, mais je serai pas dev, tu vois. Et en fait, je me suis pris Ok. au jeu des études parce que voilà, comment dire. En gros, tu vois, pas trop d'argent. Donc, quand t'as pas trop d'argent, boursier, etc., bah, la fac, c'est gratuit. Donc, je me suis mis dans le droit. Hmm. Après, tu te dis, bon, bah, je pourrais peut-être faire des trucs dans le droit. Tu peux avoir une belle carrière. Tu prends un peu goût. Tu fais un peu le jeu des études parce que personne n'a fait des études dans ta famille. Et en fait, je me retrouve dans bah, élève avocat, dans le meilleur cabinet littéralement du monde. Euh, Vraiment bien en place Lequel? pour avoir une Kirkland Ellis Ok. qui est le plus gros cabinet en chiffre d'affaires au monde, Ok. avec très peu d'avocats, moins de 2000, mais qui font peut-être 6 milliards de CA. Ok. Donc le ratio par avocat, il est insane. Et en fait, j'étais vraiment parfaitement au bon moment pour être en liste pour choper une collaboration dans ce cabinet. Et en fait, bah, c'était là où il fallait que je fasse un choix. Et en fait, Ok. 6 mois auparavant, j'avais rencontré mon cofondateur durant un hackathon de 42 en ligne qu'on avait gagné ensemble. Et en fait, ça avait super bien fité. On avait commencé à faire du freelance parce que moi, en fait, pendant mes études, j'avais financé mes études avec un peu de dropshipping en SEO. Donc, j'avais des skills en soi, en SEO, un peu dans le digital, dans les ads aussi. Et lui, bah, il savait dev. Et en fait, on s'est dit, on veut faire un SaaS. Donc, on met de côté. Moi, j'étais super bien payé en stage final au cabinet d'avocat. Et en fait, on a pris un appart quand j'ai fini l'école d'avocat. On est sorti de Paris parce que moi, je faisais mes études à Paris, lui était à Paris. On s'est pris un appart à Nantes. On connaissait personne à Nantes. On s'est dit, on s'isole un an. On essaie de faire un SaaS. Et à ce moment-là, je savais même pas ce qu'était un CMS, un CRM. Enfin, j'avais Ok, aucune ouais. culture SaaS, tu vois. Lui non plus, même s'il savait dev, il avait sa propre agence et lui, il détestait le service et il voulait shifter totalement et faire du SaaS. Et moi, c'est un peu comme ça que ça arrivait. Et donc vraiment, pas un pur hasard, parce que j'ai toujours su au final que je voulais faire une boîte, plus précisément dans un logiciel, je sais pas pourquoi. Et après, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi. Ah la vache, ok, j'avais pas du tout cette story-là. C'est vrai que c'est intéressant. Bah déjà, bravo en vrai pour avoir osé quitter ça parce que forcément, tu vois, avec le recul, bon, ça paraît simple parce que là, Breakall, ça marche bien. Donc, bon, bah, c'était logique, t'avais envie de le faire, du coup, tu l'as fait. Mais sur le coup, tu vois, quand tu quittes ta carrière d'avocat pour t'isoler un an à Nantes en plus, pour faire un logiciel, tu vois, faut le faire. Ouais, 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 ouais. Si le jour où on partagera des chiffres et si ça se passe bien encore, j'espère, tu vois,
on fera peut-être du storytelling, du RSA à X, parce Ah ouais, que ça marche bien, ça. clairement, ouais, c'était. Bah, potentiellement, j'aurais pu gagner énormément très jeune, tu vois, enfin, des gros cabinets d'avocats anglo-saxons. Ouais. Et en fait, tu dis non pour en fait te foutre au RSA à Nantes et les gens qui sont autour de toi. Tu sais, à Paris, dans les grands cabinets, c'est très élitiste, tu vois. Donc, moi, je viens tu vois, d'Aix-les-Bains en Savoie. Mais là-bas, c'est très, tu vois, comment dire, pas Paris 16, mais enfin, tous ceux que tu côtoies, en fait, c'est naturel en fait d'aller dans des grands cabinets d'avocats ou d'aller dans des grandes banques d'affaires. Et donc en fait, ils peuvent pas comprendre que tu ne puisses pas faire ça pour créer une boîte. Encore moins en plus sans lever, parce que bah, en général, ceux qui vont le faire dans ces milieux-là, ils ont quand même un certain entourage, tu vois. Et donc, ouais, c'était un peu, personne comprenait, tu vois. Et je sais pas, en fait, je me suis toujours dit, en cabinet d'avocat, j'avais réalisé une chose, malgré les beaux cabinets qu'on faisait, tu vois, Ouais. et même C'est- financièrement, tu étais très bien, c'est que ceux qui étaient les plus heureux et qui avaient le plus, même financièrement d'ailleurs, ceux qui étaient le mieux, c'était les clients, tu vois. Et moi, en fait, ça me rendait pas fou, mais genre, en fait, j'étais là, moi, je veux être client, tu vois. Genre, je suis en fiscalité, je suis très créatif. La fiscalité, c'est l'opposé de la créativité. Et du coup, j'étais là, mais en fait, faut que je sois de l'autre côté, tu vois. Ok, ouais, ouais, Donc, carrément. ouais. Et je te taquine un peu, mais du coup, si tu as été, on va dire, avocat en fusion-acquisition, c'est que tu sais très bien comment ça marche. Même si je me doute que c'est pas du tout l'objectif, parce que là, t'es encore qu'au début et tu dis que tu vois, tu pourrais gagner ta boîte 10-15 ans, tu vois. Dans Ouais. l'idée, tu penses que tu pourrais être plus en mode, je fais un très gros exit dans 10-15 ans, ou ça peut être avant d'ailleurs. En général, c'est quand même Ouais. avant. Ou alors, tu te dis, en fait, c'est une boîte que je peux garder et c'est peut-être moi qui vais racheter des boîtes et faire un grand groupe. T'as une idée ou pas là-dessus? Franchement, j'ai aucune idée. Ok. Parce que, soit, tu vois, genre, scénario un, tu fais une boîte qui grossit bien. En fait, bah, pourquoi la vendre? Parce qu'en soi, bah, sauf à ce que le marché change de ouf, mais un CRM, comme je disais, IA ou pas IA, je pense qu'il y aura toujours quelque chose, au moins sur 20 ans. Et du coup, tu pourras, enfin, tu gagneras très bien ta vie, donc pourquoi la vendre? Et du coup, pourquoi pas peut-être développer, comme tu disais, un groupe Ouais. ou même sans racheter de groupe, tu peux très bien développer ton logiciel en faisant des acquisitions qui ne sont pas forcément des startups. Tu peux Ouais, acheter du 100%. trafic, tu peux faire beaucoup de choses en réalité. Euh, et après, l'autre scénario, bah, c'est de dire, bah ouais, pourquoi pas aussi la vendre, tu vois. Mais après, bah, tout dépend aussi du montant. Mais je pense que, en fait, je sais pas, avec Mathéo, on a vraiment cette mentalité de. En fait, c'est super dur de faire une boîte. Si on parle juste de l'aspect financier, bah, une fois que tu as vendu ta boîte, oui, t'es bien, mais ce sera très dur aussi d'en refaire une. Et donc, en fait, à supposer que ta boîte marche et qu'elle marche de plus en plus, bah, si juste tu stay in the game, tu vois, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas moins, tu vois. Et je pense que c'est vraiment une exponentielle sur un très bout de temps, un très long bout de temps. Et quand tu vois par exemple Mailchimp, genre Mailchimp, il y Ouais. en a, ils en parlent pas trop, mais bon, il y a plein de choses qui font que ça a marché, mais Mailchimp, c'est une boîte qui s'est faite sur 20 ans. Les mecs, après, Bootstrap, les mecs ont fait un exit à, je sais pas, 13 milliards, et en fait, ils étaient là, pourquoi tu as vendu? Bon, bah, on a Autant que vécu. ça? Ouais, ouais, Tre- ouais, ouais. 13 milliards pour Mail... Ah ouais? Juste pour C'est le plus, Mailchimp? c'est le plus gros exit, ou 12, tu vois, mais c'est le plus gros Ah la exit vache, ok. Bootstrap. Et en fait, ils avaient un peu complété le jeu, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que tu as fait une boîte bootstrap, tu as fait tout ce qui était possible. Euh, En plus, pourquoi la vendre? Parce que s'ils ont vendu 13 milliards, c'est que tu penses bien que la boîte faisait au moins 200, 300, 400 millions au moins par an. Donc en ouais, fait, tout le long de cette aventure, tu vois, bah, ils ont pu aussi changer leur vie concrètement ouais, bien et sûr. mettre toutes les personnes qu'ils aiment à l'abri. Et en fait, ils étaient contents, tu vois. Et donc, je pense que pourquoi pas, tu vois. Je pense qu'il faut être patient et je pense que, en fait, moi, je fais beaucoup l'analogie avec le droit pour le coup. C'est que Ouais, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout patient. Je pense que j'étais très bon dans plein de sports, mais j'ai pas eu l'entourage qui fait que j'ai pu devenir, tu vois, professionnel dans un sport parce que je pense que ça joue beaucoup l'entourage et j'avais pas de focus. Même si j'étais très bon dans plein de trucs.
Et les études, bah en fait, j'étais pas très bon au début dans le droit, tu vois. Et en fait, les meilleurs, tu vois, ils arrêtaient au bout de, je sais pas, la troisième année de droit, quatrième année. Puis en fait, moi, je commençais à m'améliorer petit à petit, tu vois. Et en fait, petit à petit, je me retrouve, bah, tu vois, être dans les, honnêtement, genre, je pense les 5 meilleurs CV à mon moment, tu vois, de CV parisien pour les élèves avocats dans ma niche, tu vois. Et, euh, et en fait, tu vois, je pense que c'est juste parce que je suis vraiment resté dans le truc, tu vois, et que petit à petit, je comprenais un peu tout sur le marché. Et en fait, après, quand tu parles aux gens qui ont pas du tout, qui ont fait un peu plus de trucs, etc., bah, toi, tu étais un tueur dans la niche du droit, tu vois, et ça m'a pris 7-8 ans. Et je pense que c'est pareil dans le business, tu vois. Au final, Breakcall, ça fait pas si longtemps. Ça fait 2 ans réellement, tu vois. 3 ans si on compte avant Breakcall et ça, ce qu'on essayait et tout ça. Et en fait, Ouais. déjà, si tu restes déjà 10 ans, tu vois, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est pareil, tu vois, même un athlète de haut niveau, en soi, il start à 8 ans, à 18 ans, s'il a focus. Je pense que le focus, c'est le plus important. Même si tu es nul, tu focus, tu seras pas nul au bout d'un moment. Donc, enfin, je pense que c'est vraiment ça la différence. Donc, si tu arrives à allier un truc que tu adores et le focus, bah, c'est top, tu vois. Donc non, en vrai, je n'ai pas la réponse, tu vois. Je Ouais. pense que si on galère, qu'on n'arrive plus, bah ouais, tu réfléchis peut-être à vendre et autres, mais je sais pas. Et là, justement, en parlant de focus, c'est quoi un peu ton gros focus, slash, on va dire, problème du moment? Parce que j'aime bien poser ça, parce que c'est ultra concret. Genre vraiment, je sais pas, la semaine dernière, ou alors là, ce week-end, c'était quoi un peu ton gros casse-tête? Ouais, mon problème du moment, c'est et c'était, parce que je pense que je les Bien solve joué, ok. hier, Nice. comme avant-hier, c'était structurer une équipe, parce que bah, c'est un truc que j'ai jamais fait. Maintenant qu'on commence à avoir un tout petit peu d'argent, bah, on se dit, bon, faut qu'on arrête de tout faire nous-mêmes. Il faut qu'on spécialise un peu les choses pour avoir quelqu'un qui fasse que du SEO, que du Ouais, support ou autre. Et on s'était un peu raté sur des recrutements, donc aussi apprendre à recruter avec peu de moyens, parce que voilà, on n'a pas de quoi. Enfin, on reste bootstrap, donc tu vois, c'est dur de recruter à la fois des players, mais des players avec un salaire qui est peut-être pas comme tu pourrais l'avoir sur le marché ouais, c'est quand sûr. tu es dans une top boîte. Et donc en fait, ça c'était un vrai challenge. Et en fait, bah ouais, c'était vraiment à titre personnel, c'était un peu de me remove de, du business, de l'opérationnel. Quand je dis opérationnel, c'était vraiment support client, SEO, pour plein de petits trucs, vidéo editing, Ouais, ok, pour qu'en fait, j'ai qu'une chose à faire, c'est entre guillemets produire du contenu, mais d'une extrême qualité, parce que maintenant on a un monteur vidéo in-house et YouTube stratégiste d'ailleurs, et aussi bah, de me concentrer sur le sales, mais sur ma zone de génie dans le sales, qui est pas forcément l'outbound pour le coup, même si je suis assez bon, je trouve, mais plus sur bah, me concentrer sur l'inbound, parce qu'on a beaucoup de leads en inbound et c'est déjà, on pouvait si j'avais plus de temps, enfin littéralement quand je parle avec quelqu'un, ils convertissent, tu vois. Et mais en fait, quand tu fais plein de trucs, bah, t'as pas le temps de ouais. nurturer des cons. Et enfin, tout le monde connaît ce problème. Et du coup, en fait, c'est vraiment de pouvoir me concentrer là-dessus parce que je pense que enfin, vraiment, on convertit très facilement quand juste on parle aux gens. Et en fait, que ce soit en outbound et en inbound, bah, qu'on ait aussi quelqu'un pour l'outbound ou le warm outbound pour ceux qui connaissent. Et du coup, ouais, c'était un peu le sujet. Et donc, ouais, en fait, on était deux. Il y a quelques mois, enfin pas début janvier, mais un peu fin de l'année dernière, on était deux. Et là, d'ici semaine pro, on sera sept. Quand même, ah oui, Euh, ok. et c'est pas énorme pour les standards de SaaS ou startup, tu vois. Mais pour nous, c'est déjà pas mal, tu vois. Et vu que nous, on n'est pas dans une logique d'avoir un gros nombre d'employés, c'est-à-dire un gros headcount, comme on dit en anglais, Ouais. parce que pour moi, je trouve que ça sert à rien. Enfin, pas ça sert à rien, ça sert quand ça sert, tu vois, quand on a besoin. Mais juste avoir des gens pour avoir des gens, c'est pas le mindset. Euh, et du coup, ouais, je pense qu'on peut aller très loin avec cette équipe. Et du coup, ouais, c'était un peu le challenge du moment. Et donc, prochain challenge, bah, c'est juste de bien dérouler, de bien exécuter. Voilà. Ok. Déjà, oui, on parle un peu plus tard, on va dire, de ta stratégie un peu inbound outbound, parce que je suis quand même curieux de savoir un petit peu ce que tu fais, et tu vois, par exemple, comment tu utilises Breakcode ou d'autres logiciels pour ta Ouais. stratégie. Mais c'est vrai qu'avant, du coup,
le problème, on va dire, le plus compliqué, enfin, ever, je pense, en business, c'est de recruter. Toi, hier, c'est bon, tu l'as solve. Genre, c'est fait. Et, Ouais, bah après, nous, on est une petite boîte hein, quand même. C'est-à-dire, on n'a pas recruté 40 personnes, on n'est ouais. pas, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, vraiment, on a appris vite, au sens que ça nous faisait peur de recruter. Je pense que même si on faisait pas, même quand on faisait moins de MRR, je pense qu'on aurait dû recruter plus tôt, alors qu'on faisait beaucoup moins, enfin beaucoup moins. Et en fait, on le faisait pas parce qu'on avait peur, on savait pas trop comment gérer, etc. Et en fait, je sais pas, bon, il y en a, ils vont peut-être pas aimer ceux qui vont écouter, mais moi, au final, je suis un peu en mode, en fait, au pire, tu recrutes, si ça marche pas, la personne, bah, elle part, tu vois, en fonction tu vois, déjà, nous, on a une période d'essai d'un mois, comme je pense beaucoup de boîtes, mais en fonction du pays où la personne est, notamment hors France en général, même au Ouais, UK, nous, c'est ma on a eu question. des gens au UK, bah, en mode contractor, mais en fait, si ça marche pas, tu le sais peut-être la première semaine et en fait, bah, c'est fini. En fait, le fait de l'avoir fait une ou deux fois, tu vois, on l'a pas fait 15 fois, hein, mais le fait d'avoir une ou deux fois, bah, en fait, tu dis, ok, euh, bah oui, si j'ai viré, ça l'a pas fait, c'est peut-être que mon recrutement il était pourri, mais des fois, tu vas forcément te tromper, tu vas pas tout le temps y arriver à 100%. Et donc, tu améliores un peu les deux, tu vois, tu améliores aussi ton process de recrutement, peut-être plus de rounds, plus de tests, ça aide aussi. Mais des fois, bah, juste, tu peux te tromper. Et c'est déjà arrivé à ma personne qui coche toutes les cases et en fait, et qui même a le meilleur test que tous les autres. Et en fait, juste, Ouais, bah, non, la personne n'est pas manageable, tu vois, parce que ouais, pour plein de raisons. Donc, en fait, c'est juste ça. Et en fait, si tu es juste rapide et que t'es pas très émotionnel, euh, je pense que je sais pas si ce sera une qualité plus tard, tu vois. Mais en tout cas, être pas émotionnel sur le fait de donner la chance à quelqu'un. Et aussi, bah, si ça se passe mal, de aussi dire bon bah on t'a donné la chance, mais en fait on va passer à la prochaine personne. Je pense que voilà, c'était un peu, on avait un peu peur de ça, mais maintenant je pense qu'on a passé ce truc, donc ouais. ok, ouais. Après, c'est qu'on n'entrera pas dans ce sujet, mais je pense que les problèmes de recrutement, c'est quand même plus axé quand tu es en France, où tu sais qu'en fait, si tu emploies la personne, si jamais ça marche pas et que tu veux, on va dire, t'en séparer, même en période d'essai, ça peut être plus compliqué, tu vois. Ou là, quand tu prends des profils autres que France, où c'est plus simple, en vrai, on va dire, ça dédermatise un petit peu, on va dire, le recrutement, Ouais, quoi. ouais. Et ta team, du coup, enfin, à la fois ta team et ton marché, vous en êtes où? Parce que c'est que moi, je pensais que tu étais plus axé US-France, mais je sais même pas si c'est ton positionnement ou pas. Je pense en termes de clients, mais du coup, même que les personnes avec qui tu travailles. Nous, le marché, c'est full US, UK. Ok, Euh, Après, tu as du Canada et de l'Australie qui se greffent. Et la France, elle se greffe littéralement parce qu'on est français et que j'ai traduit nos articles en français. ok, Et vraiment, c'est tout, hein. Les Français, c'est pas grand-chose, c'est peut-être 5%. Et on n'a jamais vraiment attaqué la France tout court. Peut-être qu'on le fera à un moment donné. C'est vrai que quand je repense un peu à ça, tu vois, genre, ça a rien à voir avec nous, tu vois, mais quand j'analysais les stratégies de plusieurs SaaS Bootstrap, dont Lemlist, qui est ouais, français du coup, c'est vrai qu'eux, ils ont fait full US, full marché UK, etc. Et c'est vrai que quand ils ont eu de la hype et qu'ils ont vraiment grossi, et que les Français, c'est des suiveurs, et bah en fait, ils ont bombardé la France et je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup de clients en France, tu vois. ouais, Enfin, c'est même sûr, je sais plus les stats, j'avais réussi à les voir, mais et en fait, je pense qu'on va peut-être faire ça, tu vois. Si on arrive à créer un momentum, en fait, bah, vu que les Français, ça reste honnêtement beaucoup des suiveurs, et c'est déjà le cas, tu vois. Ils se disent, ah bah, Bricole, c'est un peu, ça commence à parler un peu sur le marché anglophone, du coup, ils testent et ils subscribent, tu vois. Et je pense que ouais, on le fera comme ça pour la France. Et ouais, du coup, c'est un peu ça la répartition. Et après, sur l'équipe, bah, il n'y a que moi qui est en France, pour le coup. ok, Mon associé, il est français, mais il est à Bangkok. Notre dev senior, il est français, mais il est à Bangkok. On a quelqu'un qui est au UK. Et après, le reste de l'équipe, c'est UK et Bangkok. Et c'est pas forcément des tailles. Ouais, pour le coup, c'est quand même assez des expats, mais qui sont à Bangkok. On n'a qu'un Thaï et la seule personne qui est Thaï dans notre équipe, elle est moitié British, moitié Thaï. Donc ouais. ouais. Effectivement, je pense que c'est quand même la bonne stratégie, tu vois, parce que c'est exactement ce que Lemlist a fait.
Et on va dire sans un peu, on va dire critiquer la France, c'est juste qu'effectivement, en général, genre statistiquement, on a, je sais pas, entre 1 et 3 ans de retard, entre guillemets, enfin, tu vois, sur n'importe quelle tendance. Donc, tu vois, tu développes aux US, et quand tu refuses une levée de fonds, les Français vont en parler, et là, tu vois, du coup, tu peux prendre la France. Ouais, je pense que ça a déjà été fait, mais t'inquiète pas, on va trouver une stratégie pour avoir le même impact, qui sait. Mais ouais. Tu vois, justement, parce que là, tu me disais que beaucoup de tes personnes étaient à Bangkok. D'ailleurs, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde va à Bangkok. Tu vois, au moment, c'était beaucoup Dubaï. Enfin, tous les appels Ouais. que j'ai, les gens me disent qu'ils, soit ils sont à Ah ouais. Bangkok, soit ils vont à Bangkok. Enfin, j'ai l'impression. Alors, après, si jamais c'est perso, tu peux ne pas me répondre, mais pourquoi toi, t'es à Lyon, en France? Sachant que du coup, bah, ton marché est pas en France, tes équipes sont pas en France. Qu'est-ce qui te fait rester? L'amour de ma vie. Ok, ouais, Non, ça marche, hein, mais je en vrai, pense ça suffit, hein. que c'est la réponse. Mais non, en vrai, au-delà de ça, je pense que, tu vois, je suis allé à Bangkok pour le coup. Ok, Moi, j'ai pas aimé de dingue, tu vois. Donc, à supposer que je puisse vraiment aller n'importe où, je pense pas que je me serais mis à Bangkok. Pour le coup, tu vois, je pense je me serais mis. Déjà, moi, il me faut de l'eau, tu vois. Donc, enfin, genre Lyon, euh, c'est bien. non, mais Lyon, Lyon, pas loin, t'as la ville d'où je viens, Aix-les-Bains, ou t'as Annecy, Ouais, ok, ça, ouais, t'as sympa. des trucs sympas. Puis ma copine, elle elle est de Bordeaux, mais en fait, Ok. on est souvent à Hossegor. Et donc, l'océan, tu vois, je pense qu'à terme, il y a de grandes chances que j'habite littéralement à Hossegor. Ok. Euh, mais donc, du coup, ouais, et en fait, je pense, ouais, c'est la raison principale. C'est qu'elle aussi, elle fait son business. Et son business, bah, il y a une empreinte physique en France, en tout cas sur le moyen terme. Mais même, tu vois, plus j'y pense, plus je me dis, bah, si on était, tu vois, en plus libre, est-ce Ouais. qu'on serait ailleurs? Peut-être pas, tu vois. Genre moi j'aime bien les States, mais est-ce que j'habiterais, tu vois, à Laguna Beach toute l'année? Ouais, c'est Genre, différent, ouais. ouais, je pense que, tu vois, il y a plein de facteurs, tu vois. Donc, en vrai, j'ai pas la réponse. Mais, euh, mais ouais, et l'Asie, j'avais bien aimé, mais peut-être pas Bangkok pour le coup. Donc, si j'avais été ailleurs, peut-être Australie, tu vois. Après, tu peux pas Ouais, rester éternellement sans visa. Si t'as une boîte, tu peux faire des trucs en général. Mais ouais, donc peut-être que, ouais, moi, à terme, je pense que ça va finir au en Segor. quelqu'un, ouais, à l'océan, tu vois, sans doute en France, tu vois. Donc, Ok, ouais, ok, très à voir. sympa. Et du coup, pour entrer dans la partie un peu plus deep, concrètement, c'est quoi un peu tes stratégies d'inbound et d'outbound? Alors évidemment, c'est très large, hein, genre, c'est l'acquisition, c'est un gros sujet en tant que tel. Mais avant, tu vois, peut-être qu'on soit un peu plus précis dans ce que tu fais en inbound et en outbound, c'est quoi un peu tes grandes stratégies? Franchement, il n'y a pas de secret, hein. C'est les basiques. C'est-à-dire que si on parle d'inbound, bah, c'est du SEO, Ok, c'est les posts LinkedIn, enfin le contenu LinkedIn. À un moment, on faisait Twitter, ça marchait bien, mais j'ai arrêté parce que c'était moins qualifié. LinkedIn, c'est plus B2B. Mais bon, j'aimerais bien en refaire plus tard. Et un peu de YouTube. Et franchement, ça, c'est l'inbound au sens voilà, les basiques. Après, oui, tu peux faire des lignes magnétiques, il y a des petites spécificités, mais c'est pas plus compliqué que ça. Et ok. dans Et, l'inbound, j'ai inclus le bouche à oreille, parce que c'est vrai que de plus en plus, les ouais. gens arrivent naturellement, tu vois. Ouais, t'avais une question? Ouais, bah, Dis-moi. peut-être juste avant, on va dire que tu pars sur la partie outbound. Peut-être une fois que tu pars de la partie inbound, aussi, on va dire le move quand même, comme tu as dit, de recruter un content stratégiste. Donc à la fois du coup monteur vidéo qui, tu vois, YouTube stratégiste, tu vois, comme tu dis. En vrai, ça veut quand même dire beaucoup de choses, tu vois, parce que enfin, aujourd'hui en 2025, tu as un SaaS en B2B à faire. Un des premiers postes que tu recrutes, c'est un content manager. Sachant que tu vois, genre il y a quelques années, tu faisais pas du tout ça, tu vois, donc c'est intéressant. Ouais, c'est pas un content manager, c'est vraiment un vidéo éditeur pur. Ok, Mais en soi, il a une appétence YouTube. Et moi, je suis un geek de YouTube, c'est-à-dire que je fais beaucoup de montage de vidéos en fait depuis très jeune. ok, C'est-à-dire que si, pour revenir à la conversation du début, si sur l'exit, demain je fais un exit, en fait, moi, je fais des vidéos. Je fais peut-être pas je lance une chaîne YouTube, tu vois, au sens entertainment, mais je fais de la vidéo, je fais des films, ce sera ok, forcément lié à la vidéo, tu vois. ok, Et donc moi j'adore la vidéo de base, depuis que j'ai 14 ans, 12 ans, je suis sur Adobe After Effects, je fais plein de trucs.
J'ai pas le temps de faire vraiment ça sur Breakcall parce que ça prend trop de temps de faire des super bonnes vidéos. Puis je suis devenu nul avec le temps. Mais concrètement, ouais, c'est pour ça que moi, c'est mon premier réflexe. Moi, je crois beaucoup à la vidéo. Ça convertit super bien. Je le vois sur les posts LinkedIn, parce que sur LinkedIn, tu peux poster des vidéos. Ouais. Euh, et encore une fois, on revient au fait que notre marché, c'est super dur de distribuer. Et donc, en fait, YouTube, c'est moins exploité. Aujourd'hui, peu importe l'âge, les gens vont énormément sur YouTube. C'est devenu le premier média tout court. Et vu que moi, je suis un gros geek de YouTube, vraiment, je connais les codes. Et vu que je vais, désolé de faire les anglicismes, mais j'aurais vraiment skin in the game au sens que j'ai l'expertise et je vais faire les vidéos en ayant l'expertise. Et il y a des marques B2B, des SaaS, ils ont juste plein d'argent. Encore une fois, on revient à la levée et au fait qu'ils mettent pas assez la main dans le cambouis au début quand ils devraient mettre la main dans le cambouis. C'est-à-dire que du coup, en fait, ils ont beaucoup d'argent. Ils se disent, oh, YouTube, ouais, faut le faire, tu vois. Mais du coup, ils vont prendre un monteur, ils vont prendre une agence, ils vont prendre quelqu'un en voice-over, il y a quelqu'un qui va écrire Ouais. les scripts. Mais c'est pas le fondateur qui va y aller et c'est le fondateur qui a masse expertise là-dessus, tu vois. Euh, et en général, ça les fait chier, tu vois. Et du coup, moi, encore une fois, c'est un peu l'opposé. En fait, personne ne le fait. Faut être un peu con pour le faire et peut-être que ça marche. Et en B2B, il n'y a pas beaucoup d'exemples sur le marché français. Pardon, il n'y a pas beaucoup d'exemples tout court en B2B, marché français ou pas. Il y a des exemples sur le marché B2C. Finari, je pense que tout le monde Ouais, bien connaît sûr, ouais. le podcast. Et Mounir, je crois. Ils ont tué le truc. Enfin, c'est littéralement la chaîne YouTube qui grossit le plus vite. Je crois quand tu lis leur shareholder letter sur Finari, Yes. donc où ils partagent publiquement les chiffres, tu vois clairement que le passage de moins d'un million d'ARR à 7,5 ou 8, YouTube, c'est devenu le canal Ouais, c'est ça. principal. Et après, eux, c'est une niche prosumer, donc un peu B2C, B2B. Enfin, c'est un peu. Et donc, c'est vraiment du scale. Et la chaîne YouTube, enfin, ça se prête tellement bien, tu vois, le contenu finance, tu vois. Sur nous, du B2B CRM, va faire des contenus qui vont faire 400 000 vues. Mais je suis convaincu qu'il y a un truc à craquer. Je vais pas trop partager du coup publiquement là-dessus parce que j'ai des idées bien précises sur la stratégie qu'on va faire. Mais, euh, mais ouais, enfin, moi je pense que, tu vois, je sais pas si on va grossir, aussi bien demain on est mort, tu vois. Mais si ça avance, il y a de grandes chances que, en fait, on va vraiment faire très mal en contenu. Et je pense que ça va être une de nos forces. Et voilà. Ouais, 100%. C'est vrai que je te dis, de toute façon, enfin, tu feras jamais 400 000 vues sur une vidéo, quoique peut-être que c'est des trucs très très mainstream. Mais en l'occurrence, ouais, genre, en vrai, maintenant, tu vois, genre, je pense que c'est vraiment, on va dire, entré, on va dire, dans on va dire, le reconnu en termes de B2B. Tu peux faire des vidéos YouTube en B2B pur, vraiment étiquette, et ça marche bien. Là où avant, tu disais, ouais, YouTube, c'est pour le contenu, entertainment, etc. En vrai, aujourd'hui, je pense que n'importe quel SaaS B2B se doit d'aller sur YouTube parce que c'est le canal numéro un. Et tu vois, bon, sans dévoiler trop ta strat, mais tu vois, effectivement, enfin, comme tu l'as dit, tu vois, HubSpot, ils sont très très bons, tu vois, mais il me semble que genre, tu vois, leurs vidéos, c'est quand même très très carré. T'as les bons diaporamas, les acteurs, etc. Là où tu vois, Ouais. t'arrives, toi, t'es le CEO, ok, je te fais un partage d'écran, je te montre en 6 minutes comment faire tel ou tel truc. Genre, je réponds à un problème, et comme par hasard, j'utilise pour répondre au problème mon logiciel, tu vois, genre, tu peux faire des centaines de vidéos comme ça, et ça peut traquer beaucoup de traction, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et peut-être pour l'exemple en tête, tu vois, tu cherchais un exemple B2B. Alors, j'allais dire Lemlist parce qu'ils ont quand même bien, ils ont fait tôt. Après, je sais pas à quel point la vidéo est vraiment due à leur croissance ou pas, enfin, à quel point ça a aidé. Je sais qu'ils ont quand même été tôt à faire des vraies vidéos, tu vois, Ouais, bon format, ouais. mais je sais pas si ça leur a drivé beaucoup de trafic ou pas. Moi, je pense que ça a drivé pas mal, mais ma théorie personnelle, c'est que, enfin, on revient au fait du fondateur, c'est que quand Guillaume faisait les vidéos, ça marchait beaucoup plus. Après, ils ont eu des vidéos qui ont super bien marché avec les gens de la Ouais, boîte, parce qu'en soi, c'est pas des acteurs, c'est vraiment des gens de la boîte qui ouais, c'est connaissent le ça. produit. Du coup, pour la côte, moi je suis team Lemlist, mais en termes de succès YouTube, clairement c'est plus Instantly dans leur niche qui vraiment Ouais, c'est vrai. maintenant sont en train de tout tuer. Je crois 70 000 abonnés, mais en fait c'est 70 000 abonnés qui sont méga qualifiés. Ils ont fait des vidéos sur le cold email, il y a plus de 300 000 vues. Enfin, vraiment, en termes B2B, c'est un exemple. Et d'ailleurs, il y a plein de SaaS qui, en ce moment, même sans avoir. Enfin,
qui passe par l'agence qui a géré Instantly. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie, mais maintenant, toutes les vidéos de toutes les niches se ressemblent. C'est Ouais, pour c'est un ça peu comme ça, que ouais. je pense que c'est peut-être bien et pas bien. Mais du coup, ouais, en vrai, il y a des exemples dans le monde sales, par exemple, là-dessus, ouais. Ouais. C'est vrai que t'as raison d'en parler. J'avais zappé Instantly, mais c'est vrai que moi, enfin, comme je faisais pas mal, tu vois, d'A/B testing pour mes miniatures YouTube, parce que je fais également du cold Ouais. Gmail, Instantly c'était sur toutes les meilleures vidéos et toutes les meilleures miniatures. Donc ouais, ils sont très bons, ouais. Ouais, ouais, c'est des tueurs. Franchement, c'est des tueurs surtout. YouTube, les ads, il n'y a pas grand-chose qu'ils n'ont pas réussi so far. Ouais. Ouais, franchement. Et du coup, juste en outbound, qu'est-ce que t'as mis en place de ton côté? Bah, c'est marrant, l'outbound, là, tu vois, on a totalement arrêté. Et là, on va reprendre parce qu'il y a quelqu'un qui va dédier aux sales, à l'outbound pur. Mais on avait totalement arrêté depuis 2 3 mois. On n'a pas vu d'impact de dingue parce qu'on a monté l'inbound en même temps. Mais l'outbound, en fait, moi, je faisais beaucoup de cold emailing Ouais, at scale, c'est-à-dire qu'on envoyait 15 20 000 cold emails par mois. quand même, ouais. Euh, donc, ça marchait vraiment bien. Et ça, après, ça marchait de moins en moins. Puis en fait, je faisais trop de trucs, donc j'avais pas le temps de gérer les domaines qui commençaient à être brûlés, puis les remplacer par des nouveaux domaines. Euh, donc en fait, j'ai arrêté, alors qu'en soi, ça marchait, tu vois. Mais après, plus on grossit, plus en fait, on peut scaler vraiment plus en se focusant sur l'inbound, la vérité, notamment sur le SEO, le contenu LinkedIn, les vidéos, plein de trucs, et même sur le produit. Juste se concentrer sur le produit fait que tu grossis plus vite, ce qui paraît contre-intuitif. Et en fait, l'outbound, bah, on faisait beaucoup de cold emailing at scale. On n'a jamais fait de LinkedIn automation parce que j'ai trop peur de ban des comptes et c'était trop chiant à setup avec des profils différents avec genre mirror profiles, etc. Ouais, ça marche pas trop, Euh, ça, faut faire gaffe, ouais. ouais, et après, on faisait du warm outbound, c'est-à-dire que on avait RB2B pour identifier tes visiteurs anonymes. Ensuite, via du coup Airbnb, bah, du coup, on savait quel lead était allé sur quelle page parce qu'on a beaucoup de trafic par mois en SEO. Et donc, à partir de ça, on pouvait les retargeter en cold email. Donc, techniquement, c'était du cold, mais c'était un peu du warm parce qu'ils Ouais. étaient allés sur une page précise. Ça marche assez bien. Pareil pour des raisons de setup, pour des raisons de temps. On revient toujours au temps, j'ai dû couper parce qu'il y avait des trucs qui marchaient, j'ai priorisé, mais ça, on va le relancer. Et après, sur l'outbound, tu vois, on fait pas d'ads. Je pense que dans les ads, ça peut rentrer dans de l'outbound en soi, on n'en fait pas. Et après, sur le reste de l'outbound, bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une approche beaucoup plus sales traditionnelle, c'est-à-dire que on va commencer à faire du call calling, mais du coup là, je peux pas vraiment te partager parce qu'on n'a pas encore Ouais. full commencé. Et plus une approche setting LinkedIn sur l'outbound, c'est ce qui est littéralement ce que nos clients font, ce qui est littéralement ce qu'on apprend à nos clients à faire d'ailleurs, et on ne le fait pas nous-mêmes parce que nous, historiquement, on avait des paniers moyens beaucoup plus petits parce qu'on vendait des petits abonnements. Mais en fait, maintenant qu'on commence à avoir des clients plus matures qui prennent 5, 8, 10 sites et qu'on peut aller chercher des gros paniers mensuels ou annuels, bah là, on va commencer à entrer dans une logique sales-led et je pense que faire du setting LinkedIn pour nous-mêmes, sachant qu'on sait très bien le faire, je pense que ça va bien porter ses fruits, tu vois. Enfin, je le faisais déjà, mais maintenant, quelqu'un qui peut faire que ça et qu'on a l'expertise, je pense que ça peut être cool. Donc ouais. Ouais. Justement, c'était ma question, parce que tu n'en avais pas encore parlé. J'étais en train de me dire, bah attends, tu fais quand même du setting avec ton propre outil, parce qu'en vrai, ton outil, alors, Ouais. à toi de me dire également, dire pourquoi il est fait, parce que c'est un CRM classique, mais pour moi, en vrai, c'est juste mon outil de setting. Alors, j'ai pas encore bien configuré tout pour que ce soit une vraie machine de guerre en setting. D'ailleurs, je Ouais. suis curieux si jamais tu as des ressources là-dessus, je pourrais peut-être en partager. Mais ouais, enfin, avant tout, setting LinkedIn, en vrai, je pense que c'est un des meilleurs outils pour faire ça. Ouais, bah moi je pense que c'est un cas d'usage détourné parce que Ok? c'est un CRM, donc CRM de vente, normalement c'est dès que tu as un prospect qui est intéressé, dans ton CRM tu veux des leads qui soient déjà un minimum chaud. Moi c'est comme ça que je dirais que ça devrait être utilisé, break cold. Mais il est vrai que si tu vends des gros paniers moyens, que tu as des gros retainers à 2 3 000 par mois minimum, voire 7 000 par mois, ou que tu vends des trucs one shot à 50K, 20K, bah, en général, tu vas pas faire d'automation, tu vas faire du setting, donc un truc beaucoup plus sniper. Et donc là, c'est vrai que ton CRM peut te servir pour faire du setting. Et vu que nous, on a une partie intégration LinkedIn, WhatsApp, etc., bah, ça a du sens de se servir, de détourner un peu l'usage premier d'un CRM pour faire du setting. Et donc, vu qu'on a pas mal de fonctionnalités autour de ça,
notamment l'inbox, enfin, il y a plein de trucs, hein. Et du coup, bah, en fait, techniquement, oui, c'est même l'outil parfait pour faire du setting, parce que tu peux même faire du LinkedIn account-based marketing, c'est-à-dire regrouper plusieurs individus dans la même boîte, puis en Mm. fait, liker, commenter les posts de tous ces individus dans la boîte, dans le CRM, tout est synchronisé, t'envoies les messages, etc. Tu crées tes tâches, tes rappels. Mais ouais, enfin, l'usage premier, ça reste bah, CRM, donc c'est un peu le cœur de ton business. Mais en soi, c'est vrai qu'un CRM, tu peux l'utiliser pour de l'outbound comme pour ton inbound. Donc ouais, mais dans une approche settings, c'est vrai que bah, nous, on a des agences qui vraiment, ils set up Brickcall pour faire du setting pour eux-mêmes et pour leurs clients. Puis ils commencent avec un client, puis deux clients, puis trois clients, puis quatre clients. Puis il y en a, ils sont montés à plus de 10. Ils ont commencé leur agence avec Breakcall, quoi. Et donc ça, c'est cool. Et donc vraiment, plus on avance, plus en fait, on a des business qui se construisent sur Breakcall, que ce soit en setting, mais aussi des business qui se construisent en tant qu'intégrateur CRM. C'est-à-dire qu'ils ne vendent pas du setting, ils vendent juste, on va te set up le CRM. Donc en fait, on pourrait dire des intégrateurs. On n'a pas fait de de programme intégrateur Breakhold, parce que je pense qu'on n'est pas assez mature pour faire ça encore. Mais je pense que plus on va avancer, plus en fait, il y a il y a des intégrateurs HubSpot qui commencent à regarder un peu Breakcall, parce que bah, HubSpot, en général, c'est trop bien HubSpot, mais c'est pour des boîtes aussi qui peuvent C'est être gros, ouais. beaucoup plus matures. Et donc, en fait, ils se disent, bah voilà, pour nos clients où c'est pas un bon fit, bah, on va leur vendre une intégration Breakhold, ou on va leur vendre une formation Breakcall, parce que peut-être c'est trop des petits paniers moyens, mais du coup, on va leur apprendre à se servir de Breakcall, et en fait, ils arrivent à faire de l'upsell comme ça, ou à productiser un peu leur agence de cette manière. Et du coup, il y a pas mal de trucs pour ceux qui sont un peu smart autour de Breakcall, en vrai, pour construire son business dessus ou faire de l'upsell sur ton offre existante. Ouais. Ouais, 100%. Bah, c'est vrai que d'ailleurs, peut-être que je t'en parle un peu plus en off, mais récemment, j'ai un peu changé de business et c'est un plus un business, on va dire, d'accompagnement. En vrai, Breakcall, ça va Ouais. être le CRM que je vais recommander plus ou moins à tous mes clients parce que c'est un peu la même typologie. Donc, ouais, tu vois, genre, tu fais un truc un peu plus. Au lieu de te vendre une intégration, on va dire, CRM qui te coûte très cher alors que t'as pas de clients, une formation, un accompagnement comme ça en un mois, au moins, tu as un CRM qui tourne et qui est simple. En vrai, je pense que ça peut être ultra simple. Ouais, on a pas mal de plans autour de ça aussi, parce qu'encore une fois, les CRM traditionnels, ils délaissent de plus en plus les PME, et puis ils aiment pas vraiment les agences, tu vois. Nous, on arrive en tout cas pour l'instant, peut-être qu'on va changer de positionnement sur le long terme, mais on arrive à la fois à avoir des sales teams, à la fois des agences, et on a réussi à faire le truc sans que les agences peuvent se dire c'est customisé pour moi, et les sales teams peuvent se dire c'est customisé pour moi. Ok. Et aussi en termes de pricing, on a réussi à trouver un truc un peu qui marche, tu vois. Donc ouais, on a pas mal de plans pour les agences, mais ça je peux pas trop en parler. Ok, t'inquiète, pas de problème. Écoute, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu si on se retrouve, on va dire, dans 6 mois, tu vois? On se fait un podcast dans 6 mois. Ouais. Imaginons, t'en es où dans 6 mois, idéalement? Bah, je sais pas, vu que je peux pas trop partager des trucs, mais Ah oui, c'est vrai. idéalement, ouais. Non, si on peut me souhaiter un truc, je dirais que faut nous souhaiter de la stabilité, parce que mine de rien, avoir de la stabilité, il y a rien de mieux, ne serait-ce que pour un SaaS. Notamment au niveau des bugs, mais avoir de la stabilité en termes de ton équipe, pas de gens qui partent, que tout se passe bien. Moi, je pense que avec mon cofondateur, on dit putain là, on a bien cravaché, il y a eu plein de problèmes, puis là, là, et en fait avoir de la routine, avoir ta petite routine, Ouais, c'est là où ta boîte grossit le mieux et quand tout est bien mis en place, bah que en gros ouais, c'est ça que je pense qu'on peut nous souhaiter et pas mal de croissance sur YouTube, j'espère, parce que bah du coup on va investir, on va tester ce que personne fait trop dans cette niche, euh, donc ouais. ouais. Et t'as souvent dit dans ce podcast, on va dire que tu peux pas trop en parler publiquement parce que du coup, t'as peut-être pas mal de concurrents qui pourraient s'en inspirer, tu vois, ou même c'est toujours mieux de faire attention. Est-ce que tu sens, on va dire, à quel point on va dire que t'es en course avec tes concurrents dans le sens, tu vois, genre, c'est également un peu le problème, tu vois, quand tu fais du bootstrap, en vrai, en général, c'est pas genre tu lèves pas du temps, juste tu lèves de l'argent, quoi. Parce que du coup, là, ceux qui Ouais, lèvent, ils vont plus vite. Et du coup, ouais. est-ce que tu sens quand même que t'as pas une course contre la montre parce qu'en soi, tu vois, genre le marché est tellement grand que tu peux exister dans tous les cas. En mode, t'as quand même un stress de dire, OK, faut que ça aille vite, quoi, parce que les concurrents, ils vont vite aussi. Euh, Bah, celle-là, elle est un peu dure parce que tu l'as dit, le marché il est gigantesque. Donc en fait, je Ouais, pense que c'est pas un souci.
du tout. Je pense que plus on avance, plus nos concurrents, parce que on n'a pas vraiment de concurrents directs pour être honnête, mais nos concurrents potentiels, en fait, chacun dessine sa singularité. Donc en fait, c'est vraiment, moi je dis, c'est en fait, il y a du choix, il y a Carrefour, il y a Leclerc, Ouais. et les gens à la fin, ils choisissent ce qu'ils préfèrent, tu vois. Et je pense que c'est pas du tout un souci, bien au contraire. Et en fait, le but, c'est, du coup, nous, on n'essaie pas de copier les autres. Il y en a, ils essaient de nous copier, mais en général, ils sont tous plus gros que nous, donc ils nous copient pas. Et du coup, chacun crée un peu sa singularité. Oui, on est dans la même niche, potentiellement, mais du coup, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont pas kiffer. Bon, bah, c'est pas grave, ils vont chez l'autre. Et après, peut-être qu'ils aiment pas l'autre et ils reviennent ou autre. Euh, et après, en termes de pace, de rapidité, Ouais. c'est marrant ce que tu dis parce que bah, là, j'ai pas envie trop de citer de noms. Mais en fait, certains SaaS qui ont levé ou autres, bah, ils sont 20, 25, 40. Puis nous, on était trois. Et en fait, bah, on a commencé en 2023, 2024. Ils ont commencé en 2020, 2017. Et en fait, bah, au bout de 2 ans, on a rattrapé tout le produit, quoi. Et bon, enfin, il manque peut-être deux, trois trucs, tu vois. Faut être quand même réaliste. Mais genre, en fait, les objections qu'on pouvait avoir quand on était en phase 2 sur des potentiels abonnements, des potentiels deals, vraiment, on a rattrapé et on a bah maintenant on ship des features avant que eux ils les annoncent et enfin du coup enfin je sais pas trop là-dessus tu vois mais je Ok. pense que c'est tellement un type de produit difficile que en fait potentiellement même si tu as une grosse équipe tu vas peut-être pas aller plus vite. Et après bon moi j'ai pas on n'a pas fait grand chose pour l'instant mais ma théorie aussi c'est que quand tu as bootstrappé au début, très dur. Mais du coup, quand tu as les fonds pour commencer à pouvoir construire une équipe, parce que tu as tout fait, moi, ma théorie, c'est que tu vas énormément plus vite que les boîtes VC-backed. Et je pense que ça se vérifie dans celles qu'on connaît tous, qu'on a citées par exemple pendant le podcast. Mais il y en a plein en vrai. Donc voilà. Ok, très intéressant. Bah, écoute, franchement, Arnaud, merci beaucoup pour ta transparence. Enfin, transparent. Certains sujets que tu ne peux pas forcément traiter, mais en vrai, c'est compréhensible. Il y a pas mal d'autres. Euh, D'ailleurs, parce que, récemment, là, j'ai sorti un podcast il y a 5 jours avec Dorian, le fondateur de Zelic. En Ouais. soi, parce que lui, il présente pas ça comme un CRM, etc. Et pareil, il voulait pas trop parler des chiffres parce qu'il était, on va dire, en croissance. Tu le considères comme un concurrent ou pas? Enfin, comme quelqu'un qui fait pareil que toi? Non, non, Dorian, c'est marrant. On parlait par email il y a même pas 2 jours. Ok, Pour moi, Dorian, ça va être un partenaire, une intégration, au ouais, sens que je sais pas du tout ce qu'il a dit dans le podcast. Peut-être qu'il pourra corriger ce que je dis là maintenant, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui est privé, je pense que c'est quelque chose que je peux dire publiquement. Mais en tout cas, moi, je pense, de ce que je vois de l'extérieur, Zelig, en fait, ils veulent faire une Apollo. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent faire un all-in-one tool qui peut être à la fois un micro bébé CRM, mais à la fois aussi un vrai tool de sales automation, et d'avoir la grosse machine où en fait, tu n'as pas besoin de plein de tools, tu n'en as besoin que d'un presque. Et moi, je pense que c'est de l'extérieur, en tout cas, c'est ce que je trouve que veut faire Zelic, et ils veulent faire une Apollo. Pour moi, c'est vraiment le positionnement. Donc, moi, je les mettrais vraiment dans cette zone de sales automation, sales engagement tool, au même titre que on a beaucoup parlé de Lemlist pendant ce podcast parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent sur le marché francophone. ouais, Bah, Lemlist, c'est pareil. Plus ils avancent, plus ils rajoutent des micro-features qui font qu'en fait, tu peux quasiment que vivre dans Lemlist, tu vois. ouais. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment ça leur positionnement. Donc, non, c'est pas des concurrents. Et nous, justement, on a un CRM qui veut rester un CRM. Et donc, nous, notre positionnement, ça va être, en fait, on est Intégration, amis ouais. avec tout le monde. Ouais. Ouais, et là, c'est un peu de nos sujets, justement. On est en train je pense que d'ici la fin de l'année, on aura une centaine d'intégrations natives. Et justement, bah, Zelix fera partie de ces intégrations natives, typiquement. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais. C'est peut-être pour te corriger. Alors, dans l'épisode, il se compare pas à Apollo, il se compare un peu plus, on va dire, entre Lemlist et HubSpot, parce qu'il dit que en ah, ok. 2030, en 2030, il faut faire 1 milliard de valo. Donc, il dit que pour ça, il va falloir faire un vise un peu plus gros. Donc, Ouais, bah, Apollo, ils ont la milliard de valo, hein. Mais, ah ouais? ouais. Ils l'ont Ouais, gardé? ils ont la. J'ai l'impression qu'Apollo, là, c'est en train. Enfin, j'entends plus trop Ouais, parler d'Apollo. bah, Apollo,
moi, je pense que ça Ils tourne se sont bien. fait, ils se sont fait ban de LinkedIn, etc. Enfin, j'ai eu Ouais, deux, mais tu peux te trois. faire, enfin, c'est juste pour ton Oui, marketing. Tu te oui, fais c'est vrai, ban, ouais. le produit il marche toujours. Donc, je pense que, ouais. Non, ouais. Mais ouais, après, oui, milliard de valo, je pense elle est un peu pipée, leur milliard de valo. Donc, une vraie milliard de valo, oui, c'est sûr que Zelig, va falloir qu'ils fassent, ils vont devoir être bien meilleurs, tu vois. Et je pense que c'est leur objectif. Ouais, c'est ça, ouais, 100%. Bah, écoute, franchement, Arnaud, merci beaucoup. Peut-être qu'on se retrouvera dans, je sais pas, quelques mois ou on va dire un temps indéterminé, peut-être sur ma chaîne pour une masterclass sur Breakhold, parce que parfois j'invite des invités pour un sujet précis, donc on verra ça, mais pourquoi pas. Et puis écoute, dans tous les cas, je te tiens au courant lors de la sortie de l'épisode. Et puis c'était un plaisir. En vrai, il faudrait que j'invite, on va dire, tous les fondateurs de SaaS que j'utilise, il faudrait que je les invite. En vrai, je trouve ça très agréable. Ouais, bah toi, bah merci beaucoup pour l'invitation et on a survécu parce que là, là, je suis bientôt plus de batterie. Ah Je ouais, pense que ah, les je gens, vois que ça. Ouais, ah oui, c'est vrai. ouais, je pense que les gens le verront que ça clignote depuis bientôt 20 minutes, donc top. Bah, écoute, j'avais même pas vu. Bah, écoute, c'est nickel. Je mets le lien de la chaîne YouTube peut-être en description, si tu dois Ouais, ouais, rediriger les gens vas-y. vers ouais, Ouais, la chaîne. carrément. Nickel. Top, merci.